Nous continuons la journée cet après-midi avec, nous allons donner la parole au secrétaire général des Justices et pour un nouveau, et puis le directeur de BAT Orville, le directeur du musée qui nous accueille généreusement ici. Et puis un petit mot aussi, je crois une minute et demie chacun, avant de commencer le premier panel qui va traiter de la mémoire et de la transmission. Et voilà, donc, et puis on va donner la parole à l'honorable Patricia Kasereka, qui est députée. Et il y a un ami de longue date qui vient souvent dans notre conférence, Manuel, qui va aussi dire un petit mot. Voilà, sans plus tarder, nous donnons la parole à Quentin Aïwa, secrétaire général de la Justice. Voilà, j'espère que mon micro fonctionne. Non, manifestement. Voilà. Je prends le tien, Patrick, c'est plus simple. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je n'ai pas la verve de Patrick, donc je vais me baser sur mon petit discours que j'ai préparé. Donc soyez tous les bienvenus. Je suis Quentin Aïwa, le secrétaire général de la commission Justice et Paix, et très heureux de vous accueillir cet après-midi ici à l'Africa Museum. Merci à donc d'avoir répondu présent malgré la canicule, vous qui venez d'horizons si différents, secteur académique, monde associatif, membres de la diaspora, les diasporas, citoyennes et citoyens engagés, représentantes et représentants institutionnels et politiques. Votre présence à toutes et tous fait déjà valeur de rendez-vous, la valeur de ce rendez-vous. Je salue nos partenaires de projets et sociétés, je ne sais plus, bonjour, avec qui nous portons cette rencontre. Je salue aussi celles et ceux qui interviendront et qui ont accepté de partager ici leur travail et leur regard. Je remercie enfin l'Africa Museum qui nous reçoit dans ses murs. Tenir cette journée ici, en ce lieu, a un sens. Un mot d'abord sur les raisons de notre présence. La commission Justice et Paix, c'est une ONG et une association d'éducation permanente belge francophone. Notre mission tient en une phrase: promouvoir la justice, la paix, les droits humains et la participation citoyenne. Notre devise, c'est comprendre pour mieux agir. C'est à ce titre que nous portons ce rendez-vous. Parler de l'Afrique des Grands Lacs, de sa mémoire et de son avenir, ce n'est pas pour nous un sujet à côté, c'est réellement au cœur de ce que nous faisons quotidiennement. Nous voici donc ici, à l'approche d'une date importante, le 30 juin. La République démocratique du Congo marquera les 66 ans de son indépendance. Alors c'est vrai, 66 ans, ce n'est pas un chiffre rond. Mais une commémoration n'a certainement pas besoin d'un chiffre rond pour avoir du poids. Ce qui compte, c'est ce que le passé continue de faire au présent. Ce lien, ce lieu le dit mieux que moi. À l'entrée, près de la grande pirogue, une inscription se lit en miroir. Elle dit « Tout passe, sauf le passé ». 4 mots qui pourraient tenir l'attention de cet après-midi. Le passé colonial ne se referme pas comme on tourne une page. Il façonne encore des vies, des relations et des inégalités. Le regarder en face dans les yeux, ce n'est pas ressasser vainement, c'est une condition pour bâtir autre chose ensemble. C'est tout l'objet de cette rencontre. La mémoire, oui, mais tournée vers la justice sociale et la paix, et vers une question ouverte, celle de l'intitulé de cet après-midi, quel avenir pour la région des Grands Lacs? Un dernier mot sur la manière. Nous allons entendre cet après-midi des analyses, des expériences, des points de vue. Certains se rejoindront, d'autres pas. C'est attendu, c'est sain, et j'ai envie de dire c'est très bien. Je vous propose une seule règle toutefois, nous écouter vraiment, accueillir le désaccord sans le craindre, reconnaître aussi que sur ce sujet, personne ne détient seul la vérité. Faire de la parole une parole partagée où chacun et chacune a sa place, y compris celles et ceux dont l'histoire a longtemps été racontée sans eux. La matinée a déjà conduit certains d'entre vous dans les salles du musée. L'après-midi prolonge ce parcours autrement par la conférence et les panels. Alors je ne vais pas en dire davantage. Mon rôle était modestement d'ouvrir puis de m'effacer. Je passe donc la parole à celles et ceux qui vont vous guider dans la suite du programme. Bon après-midi à toutes et tous. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Ce musée, parfois je fais la faute, je vais passer aux aveux dès le début. Parfois je parle de mon musée. C'est ma femme qui toujours me dit, c'est pas ton musée. Et là, c'est notre musée, c'est votre musée. C'est un endroit qui veut se réinventer.
parce que, bon, vous connaissez notre passé, hein, c'est lourd. On a été créé par Léopold II, ça veut dire quelque chose. Et donc, plutôt que de fermer la boutique, comme par exemple en France, le palais de la Porte Dorée, on l'a fermé longtemps, et puis on en a fait un musée de la migration, c'est plus neutre. Néanmoins, je constate par exemple que les collègues du musée de la migration viennent nous voir, parce que eux, ils cherchent, et nous aussi, nous cherchons. Donc vous êtes dans un lieu, oui, de recherche scientifique, mais aussi un lieu qui essaye de se réinventer. Parce que le passé, oui, le passé il reste là, mais nous regardons aussi vers l'avenir. On le fait avec difficulté. Parfois ça marche, parfois on se plante, on se trompe. Mais je crois que cette recherche, on ne peut pas la faire seule. Et donc, quand ce musée s'est un peu réinventé avec la rénovation, une des bonnes choses, c'est que nous avons ces salles. Et ces salles, elles accueillent beaucoup de monde. Quand c'est des sociétés privées, ils payent. Hein. Là, c'est commercial parce qu'on a besoin d'argent. Tout musée a besoin d'argent. Mais on tient beaucoup à ce que ceux qui veulent un débat ouvert, un débat sociétal, qu'ils viennent. Pour les politiques, par exemple, quand ça devient vraiment politique, on ne le fait pas. On essaye de rester un peu en dehors du débat politique, que ce soit des partis politiques belges ou congolais ou autres, mais de vrais débats. Parce que nous, en tant que musée, on n'est pas neutre. On vient de parler de nos archives géologiques. Nous ne sommes pas dans la neutralité. On ne donne pas accès n'importe comment. Nous avons une certaine éthique. Nous avons une certaine déontologie. Et pour moi, c'est très important de maintenir cette déontologie. On travaille, je crois qu'on est à la 3e ou 4e version de notre code éthique. Et nous allons faire évoluer encore ce texte, parce qu'une certaine éthique, c'est important. Et donc, je suis très content avec la manière dont les débats s'avancent. Cette capacité d'écoute, elle est importante, écoute réciproque. C'est ce que nous essayons aussi en tant que musée. Ce musée a commencé quelque part à s'est inventé en 2001. Et ce que vous avez vu ce matin, c'est quand même ce qui a été pensé à partir de 2001. Aujourd'hui, ça ne nous convient pas. On va le réinventer. On a enfin obtenu les fonds. On sort de notre plan d'assainissement. L'année prochaine, on peut commencer à investir et à changer de nouveau l'exposition permanente. On essaie aussi, par des expositions temporaires, d'avoir un regard critique sur nous-mêmes et surtout de le faire avec beaucoup d'autres. Donc cette maison est toujours ouverte. Et donc, je suis très content de vous accueillir. Je crois que j'ai largement dépassé dans 1 minute et demie. Je sais la parole. On peut parler ici sans micro aussi. Oui. En fait. Oui, mieux nous entendre encore. Et enfoncer le clou, on prend le micro aussi. Voilà, nous allons donner la parole à Christian Thierry, avec qui on a organisé depuis quelques mois, on a fait des échanges pour essayer d'arriver à la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde et surtout merci à ceux et celles qui sont venus de loin. Je vois ici des figures qui ne sont pas assez bruxelloises. Je vais remercier Christelle qui nous vient de Genève, il y a Ewing qui nous vient de la Hollande, il y a le professeur Ambroise qui nous vient aussi de Genève. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est venu de loin, en dehors de Bruxelles, dans la salle. Allez, on va vous entendre, vous êtes spéciaux pour nous. Je viens de Bruxelles. Ah, super, merci beaucoup. Je viens de Bukavu. Alors il faut dire ça aux voix, c'est important. Je viens de Bukavu. Super. Alors, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui vient de loin? Canada. Donc, nous avons une représentation de ceux et celles qui aiment la RDC et qui se sont dit ils vont se joindre à nous. Est-ce qu'on peut les applaudir, sincèrement? Moi, je réponds de Christian, comme je le disais. Je suis étudiant, chercheur à l'Université des Gand. Je suis en train de terminer ma thèse doctorale en droit et criminologie. Mais je suis aussi passionné de la RDC. Ensemble avec d'autres jeunes qui sont ici, d'autres qui sont en train de nous suivre en ligne, on a commencé un espace citoyen qu'on appelle Projet des sociétés. Et cette initiative a été conçue dans le sens de vouloir promouvoir les réflexions sans complaisance sur notre pays
et où on veut vraiment briser le narratif des polarisations et des divisions qui très souvent ne nous amènent pas à imaginer un Congo debout, paisible et juste. Donc pour moi c'est un réel plaisir, et aujourd'hui nous avons aussi le grand plaisir de vous annoncer que nous avons officiellement commencé une revue semestrielle qu'on appelle Tokanisa, qui en lingala signifie « réfléchissons ensemble ». Nous aurons la chance de vous le partager après. Mais c'est un espace où nous voulons promouvoir des pensées, des réflexions des Congolais, des Congolaises, du pays et de la diaspora qui veulent contribuer à l'émergence d'un Congo où nous tous, nous pouvons faire pour vivre. Merci. Une question, on va donner la parole à aussi, et à Patricia. Bonjour à tout le monde. Ils m'ont demandé de prendre la parole, donc je la prends. Je suis espagnol, donc j'ai vécu toute ma vie en Espagne et je ne connaissais pas grand-chose sur le Congo. Et c'est à Bruxelles que j'ai remarqué l'importance du Congo. Et je me suis intéressé par rapport au Congo. Je suis allé aux visites guidées sur la mémoire coloniale. J'étais dans la visite ce matin. Et je connais vraiment rien. Mais je suis très, très intéressé et j'ai un exemple concret. Je n'ai pas regardé mon match de la Coupe du Monde complet pour venir ici à la conférence. Donc, j'ai beaucoup d'attentes et je suis très curieux de vous écouter. Merci beaucoup. Merci encore d'être là. Et Madame Aziza, qui est députée bruxelloise. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter d'être présent ces jours particuliers, 66 ans après l'indépendance. C'est quelque chose de très important pour nous, surtout nous qui venons du Congo, enfants du Congo, émergeant ici en Belgique. Je pense que ce jour est très significatif, surtout l'endroit où nous sommes, qui est l'histoire, qui représente l'histoire de la colonisation de la Belgique par rapport au Congo. J'espère que dans les années à venir, ce genre d'initiative, nous, Congolais vivant ici en Belgique, serons plus nombreux et seront impliqués pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons nous développer dans l'avenir. Comme mon confrère, juste après moi, venait de le dire, c'est très important pour nous autres de pouvoir se projeter dans le futur, mais tous en se rappelant de l'histoire que nous avons eue dans le passé pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons nous construire par la suite. Donc merci et bon débat à vous. Et sans transition, nous donnons la parole à la modératrice de ce premier panel, Madame la professeure Christelle Molima. Merci. Oui, ça marche, c'est bon. Bonjour, bon après-midi à tous. Et ça marche pas? Ça marche. Ou c'est plutôt moi qui dois parler plus fort? Les deux. Ça va, merci en tout cas pour votre temps, pour votre présence. On va commencer avec ce premier panel où j'ai la chance d'avoir des personnes, disons les bonnes personnes, pour pouvoir échanger sur la thématique qui est celle de la mémoire, de la représentation et de la transmission. En fait, c'est de savoir, de revenir un peu sur d'où on vient, qu'est-ce qu'on sait d'où on vient, quel impact ce que l'on sait a eu sur notre quotidien aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer, puisque l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est une histoire très, très difficile, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de silence aussi, et des silences qui continuent à avoir un impact sur notre quotidien, sur le quotidien de la RDC. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on deal avec tout ça? Et pour essayer de répondre, en tout cas à cette question principale, j'ai le plaisir d'avoir dans ce panel tout d'abord le professeur Ambroise
Kata Mukulambo, qui est docteur en droit et historien, professeur à l'Université catholique du Congo, et qui a une connaissance assez fine du passé et du présent congolais. J'ai également le plaisir d'avoir avec nous Madame Aziza Brackvelt. Je n'ai pas écorché le nom, je suis magnifique. Parfait, merci. T'as oublié Marie. Qui est une professionnelle engagée dans les questions de connaissances africaines et de coopération internationale. Elle est associée à l'Institut africain de connaissances et elle intervient dans des dynamiques de réflexion et de partage autour des enjeux socio-éducatifs et interculturels liés à l'Afrique et à sa diaspora. En troisième lieu, juste à côté de moi, j'ai M. Ewing Hamed Saloum, qui est un analyste politique, chercheur et spécialiste en communication internationale, principalement avec un intérêt particulier pour l'analyse géopolitique sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. En quatrième intervenant, j'ai le plaisir d'avoir Maître Shoneri Muganwa Dixon, qui est juriste de formation, qui a fait ses études à l'université de Lubumbashi et qui a 26 ans d'expérience dans le domaine du droit. Alors, je vais peut-être commencer par le professeur Ambroise. Et ma question, elle est un peu vague, mais je pense qu'on va y arriver. C'est qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de la période précoloniale? Est-ce que ce que l'on savait jusqu'à présent correspond à ce qu'il y a réellement? Et je pose la question parce que le professeur Ambroise vient de sortir un ouvrage collectif, dont un exemplaire est là, justement sur la période de l'État indépendant du Congo. Et donc je pense qu'il est le mieux placé pour pouvoir nous dire un peu cette période, qu'est-ce qu'il en est en fait. Et vous avez 8 minutes. Merci beaucoup. Je sais que 8 minutes c'est beaucoup et que pour présenter ma thèse et doctorat à l'Université à Fribourg, c'était 5 minutes. Et 8 minutes c'est beaucoup. Est-ce qu'on a besoin? Oui. Bon, ok. Les enregistrements, les choses comme ça, c'est plus clair. Bon, nous sommes habitués à enseigner dans les grandes salles à Kinshasa et à Kikwit. Il n'y a pas de micro et on y arrive parce qu'on s'adapte à tous les environnements. Et les livres que vous voyez qui est là, il y a eu beaucoup de contributions des meilleurs historiens du monde, puisqu'il y a notre ancêtre d'abord qui a préfacé Ndayouel Nziam comme historien. Nous avons aussi Madame Cornet de la Belgique que vous connaissez. Il y a l'archiviste général de la Belgique qui a aussi contribué. Nous avons aussi beaucoup d'autres professeurs suisses, scandinaves, italiens qui ont contribué. Mais en fait, quel était le problème aujourd'hui? Cette année, nous avons la RDC aura 150 ans depuis que l'idée de sa création a été cogitée ici à Bruxelles. Et je crois que nous allons organiser une séance spéciale pour ça au mois de septembre ici, et que c'était le 12 septembre 1876 par Sa Majesté le roi Léopold II qui a eu cette idée et qui a convoqué des éminents spécialistes géographes de plusieurs pays, mais sans les Congolais. Et ensemble, ils ont eu l'idée de créer la RDC. Et la situation, après avoir posé les bases, réfléchir comment nous sauver du péché dans lequel nous étions, comment aussi nous civiliser, puisque avec nos cultures barbares et sauvages, on ne pouvait pas aller au paradis. Ils sont arrivés à faire l'Association internationale du Congo.
en date du 17 novembre 1879. Et le 26 février 1885, à la conférence de Berlin, il y a eu la notification du président de l'AIC, c'était Léopold II, de sa reconnaissance de l'État souverain. Il a écrit à toutes les puissances qui étaient présentes et transformé l'État indépendant, l'AIC, à l'État indépendant du Congo. Et le 1er août 1885, Léopold II a notifié à toutes les puissances occidentales à l'époque de la transformation de l'AIC à l'État indépendant du Congo. Et à cette époque, ce qui est important, c'est que donc c'est la date officielle vraiment qu'on peut dire qu'il y a eu l'État indépendant du Congo devenu souverain, c'était le 1er août 1885. À cette époque, la RDC telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle avait 2 700 000 km². 2 700 000 km². Aujourd'hui, nous avons moins de ça. Et comment on est arrivé là pour l'occupation territoriale de la RDC, parce que c'était 2 700 000, mais on ne savait pas exactement quelles étaient les limites. Donc il y a eu d'abord, parce qu'il y a eu des critiques du Parlement, du Sénat américain, qui disaient comment vous allez occuper cette terre entière. Est-ce que vous la considérez comme une terre à nullius, c'est-à-dire une terre qui n'a jamais appartenu à quelqu'un, ou bien vous estimez que cette terre a déjà appartenu à quelqu'un? Est-ce que vous avez appris comme moi que un certain Diego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Congo à Banana, et à Banana il y avait des Bayombe qui étaient là, mais bon, il est là quand même découvert l'embouchure. Et à partir de là, pour répondre à cette critique-là, Léopold II demande d'abord à Stanley de commencer la signature des accords avec les peuplades de l'époque. Ils n'étaient pas des peuples, mais c'était des peuplades. Et il a commencé par d'abord Kinshasa avec Ngaliema. Il signe le premier accord et il continue vers le Kwilunyari, donc l'actuel Bandundu. Il continue vers le Congo central et il signe des accords. Les gens reconnaissent l'allégeance, la souveraineté de Léopold II sur leur territoire. Bon, la question peut se poser, comme juriste de confrères, vont se poser la question, est-ce que, comme les accords étaient en français, est-ce qu'ils comprenaient de quoi il s'agissait? Mais ils ont signé quand même. Il y a eu certains peuples qui ont résisté. Ils ont refusé de signer. C'est comme le cas du Batetela. Ils ont refusé, mais pour les soumettre, Léopold II s'est engagé, il a trouvé les services de Ngongo Lutete, qui ont été là lui-même, qui a soumis ses propres frères. Et du côté de la province orientale, il a cherché Tipotip, qui était négrier. Il l'a nommé gouverneur de la province orientale, et Tipotip a fait le job, et les autres étaient soumis. Du côté aussi de Kasaï vers le nord, Papa Mayombe vers le fleuve Congo, l'Équateur. Et là aussi, il s'est payé les services de Scandinave, qui constituaient 80% de sa marine, pour soumettre certains peuples. Bon, mais je sais qu'ici en Europe, vous estimez que les Scandinaves sont les purs. Je ne suis pas en train de défendre les Belges, mais je sais seulement que à cette époque-là, les Scandinaves étaient beaucoup plus actifs dans la colonisation. Et il y a eu aussi des Suisses qui étaient là, contrairement à ce qu'on pense. Et la troisième étape, c'était quand Léopold II décède,
les autres puissances, les Allemands, les Britanniques, estiment quand même que le moment est arrivé de terroriser les petits Belges et que le roi suzerain est mort. Celui qui terrorisait tout le monde, les Bismarck et consorts. Là, ils vont négocier. Il y aura les accords de Bruxelles. Et les accords de Bruxelles, ils sont négociés ici de 1908 jusqu'à 1910. On a signé les accords. Et en 2011, ces accords sont entrés en vigueur. Et on a, par exemple, la rive droite du lac Kivu il a été octroyé aux Allemands avec le peuple. La rive droite aussi de la Russie octroyée aux Allemands, y compris les Bachi qui étaient là. Et ce fut la source de conflits qui a eu pendant plusieurs années entre les Mwami Kabare et les Belges, puisqu'il s'est vu son royaume divisé par deux. Et vous voyez vous-même, quand vous voyez le territoire de Walungu, il ne peut pas s'arrêter brutalement chez Musimbi ou à Kabanyolo. Donc c'est plus que ça allait jusqu'au-delà. Et à cette époque-là aussi, ce qui est important aussi, pendant la conquête, devant ces résistances, les rois a imaginé la création des propres chefs qui vont lui signer l'allégeance. Ainsi, en 1891, le roi va créer des chefferies et des secteurs qu'aujourd'hui, il a placé des chefs qu'il a nommés lui-même. Et ce qui fait que, par exemple, le royaume de Bushi, c'était un seul royaume avec un seul roi, Kabare. Il y en a beaucoup maintenant. Il y a Ngweshe, il y a Kaziba, ainsi cela. Chez les Lega, il y a maintenant les chefferies de Basile, Wamuzimu, Wakabangu. Mais tout ça, ça n'existait pas. Ce sont des créations coloniales. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle, quand vous demandez à un citoyen congolais moyen, qui sont les chefs coutumiers, il va vous dire les chefs de chefferie telle. Mais ils ne sont pas des chefs coutumiers, ils sont des agents coloniaux et actuellement des agents néocoloniaux. Je vous remercie, Christelle. Yeah, hey yo, feva yawe chubeho mana bana natwe nkuko wabanyena basogokuruza barwanye nazarwivuga mu misozi imurenge feva yawe yari bariho hey yari bariho feva yawe mana itubeho twese uboko bakuba abanyamurenge udukureho ibiri dufugamye munda tubabatsinzi batsinda abanzi bose ariko feva yawe tujyane hose feva yawe tujyane hose feva yawe tujyane hose tuguwaye ikaze ngo witurire mu misozi y'imurenge utubera uruzitiro maze uturinde ibyonyi uturinde abibyi ndetse n'abakidobya imyaka yacu yigwishiriza imvura wibere n'ifumbire nubwo inkike zasenyutse zizongera zubakwe ubwiza bwizizubakwa buzarusha ubwiza mbere bwoko bwanje ntimukihebu umurinzi yabwiye ko ijoro rigiye guca feva yawe mana itubeho twese ubwoko bwacu b'abanyamurenge udukureho iriri dupfukamye munda tubabatsinzi batsinda abanzi bose ariko feva yawe tujyane hose feva yawe tujyane hose feva yawe tujyane hose ariko feva yawe tena yawe yanakele mamatani kwanelekani wanelekele myawe namatepolo kufeva yawe nabanyepele makene ndawe nemarasoba trumbale masoba kurkone mazeba jurene nyawe nene nyawe feva yawe mana itubeho twese ubwoko bwakuba abanyamurenge udukureho iriri dupfukamye munda tubabatsinzi batsinda abanzi bose ariko feva yawe tujyane hose feva yawe tujyane hose feva yawe tujyane hose